à Benoît Ludgen, bourgmestre, collègue maire, et grâce à ce rendez-vous, à ce colloque, nous avons pu avec lui visiter non pas sa ville, ça sera pour la prochaine fois, mais ce magnifique et poignant musée sur la guerre et sur la guerre à Bastogne. Et merci de nous accueillir. Merci aussi bien sûr à Élie Barnaville pour son invitation, à Tempora et à toute l'équipe qui a permis de nous accueillir depuis hier, de me faire lever à 6 h du matin, d'enchaîner les médias depuis des heures que je n'avais plus connues depuis extrêmement longtemps. Mais plus sérieusement, merci à lui, merci à toi Élie, merci à vous tous pour ce moment de respiration et d'inspiration, parce que l'avantage, quand on n'est plus directement en responsabilité exécutive, c'est de prendre le temps pour réfléchir à l'action passée, et puis bien sûr pour participer à des débats, et en vous écoutant les uns et les autres ce matin, avec bien sûr l'ouverture par Élie Barnaville et Régis Debray, mais chacune des tables rondes, ça fait du bien. Les sujets évidemment sont pas joyeux, même s'il y a eu de l'humour, grinçant parfois et combien utile, mais ça fait du bien parce qu'on a besoin, quand on est un responsable politique, de se confronter bien sûr à la réflexion philosophique, intellectuelle, sociologique, aussi d'essuyer les analyses d'un journaliste il y a encore un instant, mais j'y reviendrai parce qu'on a plus que jamais besoin de cette confrontation. Vous m'avez invité parce que j'ai été ministre de l'Intérieur et Premier ministre dans des moments difficiles, et même si j'essaierai modestement de prolonger un certain nombre des réflexions intellectuelles ou philosophiques que vous avez eues, c'est bien sûr à travers l'expérience qui est la mienne. Et parce que j'ai vécu ces moments-là, je veux commencer d'abord parce qu'ils sont souvent oubliés, étrangement, par une pensée pour les victimes, pour tous les morts qu'il y a eu, bien sûr, à Paris, à Nice, à Bruxelles, à Londres, à Berlin, bien sûr au Proche-Moyen-Orient, en Afrique, victimes du terrorisme encore il y a quelques jours au Burkina Faso. Ce ne sont pas uniquement des images, des chiffres, mais c'est une réalité. Et pourquoi je le dis? C'est parce que peut-être ce n'est pas le cas dans les pays qui ont connu la guerre et le terrorisme il y a peu de temps. Et je le ressens encore quand je vais dans mon pays d'origine, en Espagne, qui a connu 800 morts tués par le théâtre, ou quand on va en Israël. Mais en Europe, depuis très longtemps, on n'a plus cette habitude. Dans des pays comme la France, la Belgique, même si j'y reviendrai, nous avons connu du terrorisme, mais pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un mot pour ceux qui subissent encore aujourd'hui les conséquences physiques, psychologiques des attentats, qui ont été gravement blessés, qui ont assisté à ces moments d'horreur, à leurs proches qui doivent les épauler. Bien sûr, je veux rajouter également un mot pour les forces de police et de gendarmerie, pour les secours qui sont en première ligne, pour nos services de renseignement dont le rôle et l'efficacité sont indispensables pour la sécurité de notre pays. Je ne dis pas par démagogie, ni sensationnalisme, mais parce que tout simplement, on ne peut pas s'habituer à ces actes d'horreur, même s'il faut être lucide sur la situation. C'est le rôle des responsables politiques, c'est ce que je me suis toujours efforcé de remplir en tant que ministre de l'Intérieur, et surtout en tant que Premier ministre au moment des attentats. Nous vivons une menace terroriste majeure. Je m'en suis rendu compte dès l'été 2012, quelques semaines après avoir pris possession de cette responsabilité de ministre de l'Intérieur, succédé à Georges Clemenceau. Régis Debray rappelait l'une de ses phrases. Et dès l'été 2012, nous avons eu les éléments d'information comme quoi une trentaine de Français ou de résidents en France partaient vers les théâtres d'opération du Levant et d'abord en Irak. Et avec Joëlle Milquet, la ministre de l'Intérieur belge, nous avons été les premiers
a mobilisé, avec le soutien d'ailleurs de la Commission, les ministres de l'Intérieur des pays qui commençaient à être concernés par ce sujet-là. C'est à ce moment-là, quelques mois pour ce qui concerne la France, après les attentats de Mera à Toulouse et à Montauban. Et cette menace terroriste, qui n'a cessé de s'amplifier, de grandir, elle va durer. Et nous devons nous faire à l'idée que ce combat, cette lutte, vont s'intensifier pour les mois, les années qui viennent. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'était peut-être, j'espère me tromper, l'affaire d'une génération. Cette menace ne concerne pas seulement la France, elle concerne d'autres pays en Europe, je l'ai dit, la Belgique, mais aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark, la Suède et d'autres pays dans le monde. La violence terroriste sévit en Afrique, où le terrorisme tue 20 fois plus qu'en Europe. Quelques chiffres, j'ai ceux de 2016. En 2016, on a recensé plus de 13 400 actes de terrorisme qui ont causé la mort dans le monde de plus de 34 000 personnes, qui ont été commis dans 108 pays différents. Donc 87% des cas, ils ont eu lieu dans des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou d'Asie du Sud. L'Europe a été la cible de 2% des actes terroristes en 2016, représentant moins de 1% des morts. Les attentats terroristes ont causé 2400 morts en Europe depuis 2001 et environ 8700 blessés. Alors évidemment, c'est vrai, par rapport à la bataille de la Marne de 1914, ou à la guerre ici à Bastogne, après l'offensive des Ardennes à la fin de l'année 1944, ce n'est pas grand-chose. Mais d'abord, on ne peut pas relativiser. Et puis, il y a l'acquis de la paix, extraordinaire aux yeux de l'histoire, pour l'Europe de l'Ouest, 70 ans de paix. Depuis la dernière guerre mondiale, bien sûr, il y a le conflit algérien, sur le sol français, sur le sol belge, d'autres pays, aux yeux de l'histoire, à l'échelle de l'histoire, jamais nous n'avions connu une telle période de paix. C'est pour ça que la question est légitime. Sommes-nous en guerre quand on compare avec les conflits que nous avons connus au XXe siècle ou que d'autres territoires, d'autres continents connaissent encore aujourd'hui? Au fond, les terroristes islamistes lui ont apporté à de nombreuses reprises la plus terrifiante des réponses à cette question. Ils nous font la guerre. Ils nous attaquent, mais ils nous font une guerre qui est une guerre culturelle, idéologique. Ils provoquent un acte de guerre visant à terroriser. Alors oui, je le crois, nous sommes en guerre. Bien sûr, je crois que c'est Régis Debray qui le rappelait, c'est pour les politiques. Moi, j'agis comme un politique, et je comprends la nuance, la critique. Mais c'était une manière aussi de mobiliser, de saisir l'opinion dans un moment particulier. Et je l'ai dit aussi bien après les attentats qui ont touché Charlie Hebdo, comme je l'ai répété après les attentats de novembre 2015, ou au moment de ceux de Bruxelles, le 22 mars 2016, puisque le lendemain, j'étais ici, à Bruxelles, pour une réunion qui était prévue avec la Commission, que nous ne pouvions pas annuler. Il fallait démontrer notre solidarité entière et pleine avec nos amis belges. Oui, donc c'était l'occasion de saisir l'opinion. Mais les mots ont leur importance, comme les symboles. Pour prolonger une discussion avec Paul Taylor, mais je ne suis pas d'accord avec la question de la comparaison, notamment avec les morts sur la route. Parce qu'y compris cette comparaison, on peut la faire par rapport aux attentats eux-mêmes. Le symbole est très important. Charlie Hebdo, c'est un attentat politique. Quelques morts seulement, par rapport y compris au Bataclan. Et quel choc pourtant. Pourquoi ? Parce qu'on attaque la liberté de la presse, la liberté de caricaturer. Charlie Hebdo et l'hypercachère, mais surtout Charlie Hebdo. Et moi, j'ai toujours en tête les mots des Français juifs qui m'ont dit « Mais s'il n'y avait eu que l'hypercachère, il n'y aurait pas eu la même mobilisation le 11 janvier 2015. » C'est vrai, c'est Charlie Hebdo. Et la planète entière a résonné avec la France.
Et les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à Paris, parce que c'était Paris, mais parce que c'était aussi la liberté qui était attaquée. Et donc le symbole de quelques journalistes qui sont tués parce qu'ils caricaturent Mahomet, il est très important. Il dépasse tous les morts, quelle que soit d'ailleurs la cause de ces morts, de violence sur les routes ou de la maladie. Quand le père Hamel est assassiné en 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray, à côté de Rouen, on voit bien quel est le symbole. On s'attaque à un prêtre et à l'Église catholique. Pourquoi? Avec quelle idée? Celle de la fracture, celle de confronter les cultes, les religions, les communautés. Donc les symboles ont leur importance. Et c'est pour ça que j'ai parlé de guerre, et j'y reviendrai dans un instant. Donc la France a fait face à une situation de guerre. On nous fait la guerre, ce qui a nécessité la mise en place d'un certain nombre de mesures, y compris parfois d'interdictions. Je pense par exemple au fait que plusieurs événements estivaux ont par la suite été interdits pour des questions de sécurité. L'équilibre entre la liberté et la sécurité a été ma préoccupation, notre préoccupation en permanence avec François Hollande comme avec Bernard Cazeneuve. Et cet équilibre, il est essentiel. Il fait ce que nous sommes, des États démocratiques. Et je crois que les Français nous ont été reconnaissants de les protéger. Mais en même temps, ils ont eu du mal parfois à accepter de voir leur quotidien changer, faire des compromis, interdire la tenue de la braderie de Lille il y a 2 ans, renforcer les fouilles aux entrées des centres commerciaux, mettre en place des contrôles aux abords des salles de spectacle. Ce n'est pas donner raison aux terroristes, ce n'est pas céder à la peur, ce n'est pas abandonner notre liberté, c'est au contraire, je crois, leur montrer que notre détermination à les combattre est toujours aussi forte, que nous ne lâchons rien, la priorité étant bien sûr de protéger les citoyens, en même temps sans rien renoncer à la liberté. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu cette franchise, qui m'a parfois joué des tours, car j'estime que nous avons un devoir de vérité envers nos concitoyens, leur cacher la réalité des choses, la gravité de la menace qui pèse sur eux, n'aurait pas été à la hauteur, je crois, d'un responsable politique de mon niveau. Et j'avais, pour donner aussi une explication sur les mots que j'ai utilisés, l'idée, peut-être erronée, qu'il fallait sortir d'une période d'insouciance, qui ne concerne d'ailleurs pas que le terrorisme. Grâce à la paix et à la construction européenne, et au monde tel qu'il est devenu, nous avons perdu une part du tragique. Nous ne sommes pas rendus compte, y compris des évolutions démographiques de notre continent. Nous ne nous rendons pas compte que l'Europe peut sortir de l'histoire, et les événements récents en sont une démonstration, mais c'est un autre sujet. Et face à ce moment-là, oui, il faut sortir. Et c'est difficile de cette forme d'insouciance. Les peuples acceptent difficilement qu'on leur dise, par exemple, souvent à la télévision le soir, que nous avons vécu des attentats atroces, mais que nous pouvons vivre encore d'autres événements. Je l'ai dit par exemple, il y a une classe dans un lycée, je crois que c'était un lycée agricole, en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de Paris. Je leur ai dit, vous allez vivre avec le terrorisme, ses causes et ses conséquences pendant longtemps. Parce qu'il faut provoquer une forme d'électrochoc, non pas pour nier le débat, bien au contraire, mais pour le provoquer. Alors oui, nous sommes en guerre. Voilà la réalité des choses. Et nous avons dû faire face sur notre territoire, en France, sur le territoire européen, à plusieurs actes terroristes de guerre organisés méthodiquement, parfois moins méthodiquement, heureusement, avec de l'amateurisme aussi, par des groupes terroristes. Nous avons accompli des progrès dans la capacité à détecter ces actes terroristes, ces tentatives d'attentats, avec une amélioration notable du travail des services de renseignement intérieurs, extérieurs ou militaires. Beaucoup d'attentats ont été et sont régulièrement déjoués. D'ailleurs, on parle logiquement des attentats quand ils ont lieu, et moins quand ils sont déjoués. Et nous savons, le risque zéro, cependant, n'existe pas. Nous avons toujours su que nous pouvions connaître à tout moment d'autres attentats, et peut-être encore plus violents que ceux que nous avions vécus.
Ce qui s'est passé à Barcelone l'été dernier n'est rien par rapport à ce qui était prévu. Si les terroristes ne s'étaient pas fait exploser par accident dans l'immeuble où ils abritaient des centaines d'explosifs pour commettre un crime de la dimension de celui du 11 septembre 2001. La réponse à ces attaques est bien sûr de frapper cet ennemi, de le détruire, le frapper avec détermination, avec l'idée que nous sommes la France, que nous sommes l'Europe. Parce que ce que nous sommes, cela signifie quelque chose pour ces barbares, puisqu'ils nous attaquent pour ce que nous sommes. Une civilisation, une démocratie, la laïcité quand il s'agit de la France. Dans ces moments, aucun mot ne doit pouvoir remettre en cause, je crois, la volonté de l'État d'éradiquer ce terrorisme, même si nous savons que c'est long et compliqué. L'investissement de nos forces de l'ordre, le travail exceptionnel de nos services de renseignement, et encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Je crois, malgré ce qui a été dit, que la résilience, pour utiliser un mot souvent utilisé, des Français, je parle de mon pays, mais c'est vrai aussi, je crois, pour les autres, a été incroyable. Et c'est peut-être ce dont je suis le plus fier en tant qu'ancien Premier ministre. Et nous avons su garder la tête haute, symbolisée bien sûr par les manifestations du 11 janvier 2015, même si la réaction des Français n'a pas été la même aux attentats de janvier 2015 qu'après les attentats de novembre 2015, ou bien sûr à Nice. La répétition, l'horreur, ce qui était des crimes odieux, mais dont le caractère symbolique était privilégié, les journalistes, les Français juifs et le crime de masse visant à terroriser quelles que soient les origines, pour semer la terreur, provoquent forcément des inquiétudes différentes. Soyons francs. Beaucoup de gens, après janvier 2015, disent « les journalistes, bon, ils sont peut-être allés un peu trop loin. Pas mérité, mais enfin. Les policiers, c'est leur travail, se faire trouver la peau. Les juifs, ça leur arrive toujours. Mais après, en novembre 2015, ou à Nice, en 2016, là, chacun est concerné, quelles que soient les origines. Et je rappelle toujours qu'à Nice, beaucoup de mes compatriotes musulmans, des quartiers populaires de cette ville, ont été touchés dans leur chair, dans leur famille, par les attentats. Et je crois, malgré ces attaques nombreuses, nous n'avons pas cédé aux sirènes de la peur et de la division. Je crois que les Français ont su raisonner avec discernement. Ils ont réussi à ne pas tomber dans l'amalgame, à soutenir les forces de l'ordre. Je me rappelle de ce qui s'est passé le 11 janvier 2015, leur disant merci. Le chanteur Renaud a même consacré une chanson à ces flics. La cohésion nationale a fait son œuvre, il faut en permanence la préserver. Ça n'est pas facile, et c'est vrai que si nous connaissions d'autres campagnes terroristes, on pourrait se dire jusqu'à quand? Et le mélange du terrorisme, de la crise migratoire, du questionnement sur l'islam dans nos sociétés, est un mélange évidemment détonnant, dont le terrorisme veut profiter. Face à tout cela, il faut mobilisation de tous les instants. Nous avons un impératif de vigilance, nous ne pouvons pas baisser la garde, la menace est toujours élevée, et ce qui compte, c'est que nos forces armées, nos forces de renseignement et de sécurité soient mobilisées, bref, que l'investissement de l'État soit total, dans une grande coopération européenne et internationale. C'est pour ça qu'il faut garder, par exemple, une coopération très puissante, quelles que soient les conséquences du choix fait par le peuple britannique, avec les services de renseignement de ce pays ami qui s'y connaît dans ce domaine-là. Il faut continuer à améliorer, même si je suis très défavorable à ce que les États perdent leur souveraineté dans le domaine du renseignement, personne ne le propose. Je suis très sceptique sur l'idée d'un FBI européen, mais en tout cas, il faut améliorer le renseignement à chaque fois que c'est possible, et des progrès majeurs en termes d'analyse, de coopération, d'échange ont été réalisés par les services de renseignement comme par les magistrats. Et les services de renseignement de chaque pays ont pu, encore une fois, je le rappelle, déjouer de nombreux attentats. Aujourd'hui, nous pouvons avoir peut-être l'impression que
La France, la Belgique, d'autres pays sont épargnés par le terrorisme ces derniers mois. D'abord, il faut rester vigilant. Il y a une mutation, bien sûr, de l'État islamique, de Daesh, des faits en Irak, en Syrie, et qui se recomposent, ça a été dit, notamment dans la vallée de l'Euphrate. Il y a des milliers de terroristes qui, pour certains, rejoignent d'autres terrains de guerre, peuvent revenir en Tunisie, au Maroc, en Afghanistan, pour ce qui concerne la guerre, la Libye, le Caucase. Et donc, il y a un danger potentiel. Et puis, j'y reviendrai là aussi, Al-Qaïda, la concurrence avec l'État islamique, d'autres stratégies plus politiques peuvent être mises en œuvre et nous devons, dans la mesure du possible, anticiper. Et là, on a besoin de tout le monde, non seulement des services de renseignement, mais de tous ceux qui connaissent bien ces questions. Cette guerre est donc loin d'être terminée. Et l'erreur serait de penser que nous sommes à l'abri. D'une certaine manière, les États-Unis le pensaient avec l'affaiblissement d'Al-Qaïda, mais la réalité les a rattrapés à Boston, à San Bernardino, en Floride, à chaque fois, sous des formes différentes. Cette guerre, elle n'est pas menée seulement contre nos valeurs, contre nos modes de vie. Cela rentre en compte. C'est dans le monde d'aujourd'hui, et c'est une guerre globale, au fond, et c'était très bien dit ce matin, le 11 septembre 2001 ouvre, après sédimentation d'événements, ouvre cet espace, cette globalisation de l'islamisme, du terrorisme. Et donc c'est une guerre globale dans la globalisation. Des soldats islamistes contre le reste du monde. Les démocraties contre forme de barbarie, même si eux ne le pensent pas, qui prônent l'instauration d'un califat, l'asservissement de la femme, et qui visent, parce que c'est un des éléments les plus importants soulignés au cours de cette journée, d'abord les communautés musulmanes en Europe. Et de ce point de vue-là, nous avons un sujet de préoccupation, c'est le retour des djihadistes vers l'Europe. Le journaliste David Thompson raconte dans un livre terrible, Les Revenants, le retour et la vie de ces djihadistes repentis ou non sur notre territoire. Ces Français, puisqu'il s'agit d'eux, ont tous eu une vie différente. Certains sont revenus déçus de ce qu'ils ont vécu en Syrie. D'autres reviennent détruits. Certains sont en prison, d'autres ont retrouvé du travail. Au fond de la prévention, ils sont peu nombreux dans les banlieues. Quelques-uns sont revenus pour accomplir ce qu'ils ont appris là-bas, pour terminer leur djihad. Ces portraits et les travaux durs, et il faut soutenir d'ailleurs tous ces travaux d'analyse, les travaux de sociologie, psychologie, la question de la santé mentale est de ce point de vue-là tout à fait essentielle, montrent aussi des individus parfois très jeunes, sans pitié, prêts à passer à l'acte contre le pays qui les a élevés. Et pour avoir écrit ce livre, vous le savez, David Thompson a d'ailleurs dû, j'ouvre des guillemets, s'exiler aux États-Unis. Ces soldats de Daesh peuvent-ils d'ailleurs un jour revenir en arrière? Si la radicalisation a progressé, c'est d'abord parce qu'il y a derrière une idéologie qui arme les terroristes. Elle a été décrite tout au long de la journée. L'islamisme, l'islam politique, les frères musulmans, les formes de salafisme, tout ça nous a été fort bien expliqué. Puis parfois il y a eu un déni de la part des États. Je pense que sur un certain nombre de sujets, la République française a reculé. Bien sûr, la misère, le chômage, la crise des banlieues, l'impensé et le passé colonial, le racisme ou les discriminations vécues, tout cela existe. Mais tout cela ne justifie pas et n'explique pas le phénomène de radicalisation. Chaque processus est différent. Et c'est justement ce qui le rend dangereux et imprévisible. Comment prévoir qu'un jour, un jeune homme ayant grandi dans un pavillon en Normandie, dont les deux parents travaillent, dont la grande sœur est chirurgienne, se radicaliserait un jour sur Internet et finirait par égorger un prêtre dans une église? Il y a là, et Régis Debray l'a dit avec beaucoup de droit de force, une difficulté à répondre à ces fous de Dieu
et au fond à une forme de transcendance qui met l'État et ses agents en très grande difficulté pour apporter une réponse rationnelle. J'évoquais avec Régis Debray tout à l'heure une visite que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques mois dans la grande prison, la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis, quelques kilomètres d'Évry. Et les surveillants de cette prison me disent, nous on est capable de gérer les prisonniers de droit commun, mais face à des personnes parfois très jeunes, d'autres endurcies, qui pensent qu'elles ont raison et que de toute façon leur combat finira par gagner, c'est très difficile de déradicaliser. D'ailleurs, je pense que ce mot, moi-même utilisé, nous l'avions utilisé y compris dans le cadre de la Commission européenne, avec Gilles de Kerchove, à travers les exemples que nous connaissons un peu partout en Europe et dans le monde, ce concept de déradicalisation par rapport à la radicalisation n'est pas le bon. La prévention de la radicalisation, c'est autre chose. Mais la déradicalisation, c'est très difficile. Et encore plus, paradoxalement, avec les hommes du culte. De ce point de vue-là, le travail de santé mentale, psychologique, psychiatrique est tout à fait incontournable. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, nous savons, la stratégie de l'État islamique, c'est peut-être continuer à commettre des attentats, mais pour d'autres, ça peut être le cas pour Al-Qaïda et les différentes franchises qui peuvent s'en réclamer. C'est au contraire, pour ce qui concerne un pays comme la France, mais c'est vrai dans d'autres pays en Europe, de conforter des cadres en Europe, de les former, d'avoir plusieurs milliers de personnes capables de tenir un discours fort. Et la prison est un incubateur incroyable. À l'extérieur, bien sûr, mais la prison aussi. Et ceux qui vont en prison, ils vont avec l'idée de se former et de former d'autres personnes, ce qui pose tous les problèmes d'organisation, d'accueil de ceux qui sont terroristes. Quelques chiffres sur la radicalisation en France. La France compte environ 11 400 personnes fichées S, dont 25% de femmes et de mineurs. 18 500 personnes ont été signalées au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. 18 500. Plus de 2000 Français sont impliqués dans les filières djihadistes. 700 Français, sans doute aujourd'hui, sont présents en Syrie et en Irak, dont environ 300 femmes, 460 mineurs, dont la moitié ont moins de 5 ans, et plusieurs dizaines de mineurs combattants qui ont commis des atrocités. Un tiers des mineurs français présents en Syrie ou en Irak sont nés sur place. 200 djihadistes, peut-être un peu plus maintenant, il y a un chiffre, français sont déjà revenus sur notre territoire. 90% d'entre eux ont été pris en charge par l'autorité judiciaire. 349 auteurs d'infractions à caractère terroriste sont actuellement en détention. Le chiffre global sur ce dernier point doit être maintenant autour de 500. Près de 1500 détenus sont identifiés comme radicalisés, détenus de droit commun, parfois accomplissant des courtes peines, avec une difficulté pour le milieu ouvert de traiter cette question, avec un sentiment en plus de responsabilité terrible. Le milieu ouvert, qui s'est ouvert à toutes ces questions-là, qui a eu à connaître parfois aussi des échecs, des crimes de droit commun ou sexuels, des récidivistes, mais, et d'une certaine manière effrayé d'avance. Si un de ceux qu'il suit commet un attentat, on voit bien tout ce qui peut être mis en cause, ce qui amène d'ailleurs les juges, contrairement à ce qui parfois a été en France, à être particulièrement sévères et à ne pas donner forcément beaucoup de décisions de liberté conditionnelle. On voit bien tout ce que cela veut dire pour notre système carcéral. On recense enfin 120 mosquées salafistes en France, plus d'une vingtaine ont été fermées entre 2015 et 2016, et 2 mosquées ont été encore fermées en octobre en Île-de-France. Ces personnes radicalisées qui se trouvent aujourd'hui en prison et ces regroupements posent donc de nouveaux problèmes qui semblent aujourd'hui, et on a besoin de cette réflexion, insoluble. Que va-t-il advenir des individus condamnés pour avoir fait le djihad lorsqu'ils sortiront de prison, de ceux qui reviennent en France? La lutte, les efforts doivent se poursuivre dans la durée. Donc il faut, sur toutes ces questions-là, ne pas baisser la garde. Ces adversaires, ces ennemis, ces terroristes sont partout, au-delà de nos frontières, infiltrés dans nos pays, dans nos villes, dans nos banlieues, dans nos prisons. Ils ont essayé de nous faire plier par la violence et la force de leurs attaques, de frapper nos corps et nos esprits, bombes, camions béliers, armes lourdes, armes blanches. Quelle sera la prochaine étape pour nous atteindre?
Nous savons que Daesh a enrôlé dès leur plus jeune âge, je le disais, des enfants, que les femmes sur place y apprennent, comme les hommes, à manier des armes. Lors de cette visite que j'évoquais à Fleury-Mérogis, les surveillantes, eux, me disaient que dans la prison des femmes, c'est là où sans doute des problèmes majeurs se posent, même si, heureusement, le nombre n'a rien à voir avec celui des hommes. Il faut s'attendre donc à ce qu'ils visent les failles de notre société, à ce qu'ils exploitent nos cordes sensibles, nos faiblesses, parce que leur but est de nous diviser, et tant que nos sociétés connaîtront la paix, d'une certaine manière, permettez-moi la formule, ils nous feront la guerre. Et ce qu'ils veulent, c'est nous monter les uns contre les autres, instaurer la méfiance et la tension, pousser à la stigmatisation, comme on dit aujourd'hui, des musulmans, et créer des réflexes de solidarité entre musulmans. Ils ont déjà en partie réussi. Je nuance donc mon propos il y a un instant. Quand on voit aujourd'hui que certains entrent dans leur jeu en refusant d'admettre le rapport entre l'islam et l'islamisme radical, en faisant passer tous les musulmans pour les damnés de la terre, et en refusant de dire que les musulmans ont donc un rôle crucial à jouer dans cette bataille. Il y a un lien entre l'islam et l'islam radical et l'islam politique. Et ce lien, nous devons le souligner pour mieux aider les musulmans de nos pays à combattre ceux qui, au nom de l'islam, accomplissent ces actes de terreur. Ces mots, j'en connais à chaque fois la portée. Ils sont compliqués, ils peuvent être utilisés, déformés, mais ils sont essentiels si on veut que chacun se responsabilise. Sinon, on jette tous les musulmans dans ce mouvement. Et comme, et c'était rappelé aussi il y a un instant, l'islam sunnite n'est pas organisé, la réponse est extrêmement complexe. Cette guerre est bien sûr loin de ressembler à celle que l'on étudie dans les cours d'histoire, aux conflits qui ont miné le XXe siècle. Ce terrorisme, ce n'est pas non plus le même terrorisme que celui que nous avons connu, et il a été décrit dans les années 70, 80, 90. Or que, pour ce qui me concerne, les différences sont évidentes, mais le terrorisme basque, celui d'action directe des Brigades Rouges, de la bande Abadère, pas plus de sympathie pour moi que les autres. Mais c'est un terrorisme qui était lié à des territoires en Europe, à des idéologies politiques, avec des petits groupes qui ont été pour la plupart anéantis, marginalisés, et avec à terme la victoire de nos démocraties. C'est le cas en Espagne, et puis il y a eu aussi des accords de paix en Irlande. On voit bien le changement, la mutation. Et aujourd'hui, les menaces de ces ennemis sont multiples. Ils ont le visage de la barbarie, mais aussi des nationalités de nos pays. Ils sont français, belges, anglais, tunisiens, marocains, binationaux. Ils sont allés à l'école. Et un jour, à travers des processus que vous avez décrits, ils ont décidé de prendre les armes contre leur propre pays. Nous faisons face à deux types de menaces. Et dès l'automne 2012, quand j'ai présenté comme ministre de l'Intérieur le premier texte de loi antiterroriste tirant les leçons de ce qui s'était passé à Toulouse et à Montauban, partant du travail qui avait été initié par le gouvernement précédent, celui de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, parce que nous avions connaissance de ces mouvements que je décrivais à l'été 2012, parce qu'il y avait une tentative d'attentat le 19 septembre 2012 contre une épicerie cachère à Sarcelles, qui aurait dû faire beaucoup de morts, parce que nous avons démantelé progressivement un réseau qui a été jugé il y a quelques mois en France particulièrement important et qui, au fond, était la caricature de ce que nous avions connaître. Convertis, pas convertis, jeunes qui avaient été en prison, jeunes sans casier judiciaire, aller-retour dans un certain nombre de pays, formation, connaissance déjà avec un certain nombre d'individus très connus dans le terrorisme. Nous avions, dans cette loi antiterroriste, intégré tous ces éléments pour une première réponse, et j'avais eu l'occasion de dire qu'il y avait une menace intérieure et une menace extérieure, ce qui faisait d'ailleurs la réalité de cette nouvelle dimension du terrorisme. La première particularité de cette menace terroriste, c'est qu'elle est endogène. Elle est présente sur notre sol, dans nos villes, dans nos quartiers populaires. Il y a en France beaucoup d'individus, des dizaines, qui sont susceptibles de passer à l'acte.
soit parce qu'ils se seraient radicalisés, soit parce qu'ils reviendraient du djihad. En réalité, ils sont peu organisés sur notre sol, moins structurés qu'ils ne l'étaient par exemple bien sûr en Syrie, et compte tenu de l'état d'urgence, ou des lois qu'ils prolongent, de la vigilance des services de renseignement, il est très difficile pour eux de s'organiser. De ce point de vue-là, d'ailleurs, s'il faut de très fortes coopérations, je le disais, au niveau international et européen pour nos services de renseignement, le renseignement local, le renseignement au plus près du terrain, pour capter ce qu'on appelle, le langage des initiés, les signaux faibles, est tout aussi important, c'est vrai pour la police, la gendarmerie ou les polices municipales en France. Et cet ennemi intérieur, je l'ai évoqué ainsi, nous devons le combattre avec la même force que n'importe quel autre ennemi. Et l'ennemi, il est aussi extérieur, au-delà de nos frontières, en Irak, au Levant, au Sahel. Bien sûr que Daesh a perdu du terrain dans ces pays, mais, je le soulignais, il est en train d'évoluer. Daesh n'a pas aussi bien résisté que les islamistes le pensaient. Ils ont subi de très grosses pertes financières aussi. Ils ont désormais du mal à recruter, mais ils ont le temps. Ils pensent avoir le temps. Chaque bout de terrain repris à l'État islamique est une défaite pour eux, pour leur projet, et nous savons que notre victoire, si j'utilise toujours un terme guerrier, passera par leurs défaites successives. Je le rappelle tout à l'heure que l'État islamique s'est aujourd'hui retranché dans la vallée de l'Euphrate, où alternent les attentats et les opérations contre les Irakiens ou contre les Kurdes pour récupérer du terrain. Mais je rappelle que l'organisation islamique s'est déjà implantée en Afrique du Nord. Le Sinaï égyptien, elle est présente dans le Sahel, mais aussi en Asie, Malaisie, Bangladesh, Philippines, ou une partie de l'île de Mindanao, celle dont est originaire le président particulier des Philippines, Antonio Duterte, est sous leur emprise, dont la ville très importante de Marawi, même s'ils ont dû reculer ces derniers mois. Et cet ennemi extérieur que là nous avons combattu de manière plus conventionnelle alimente celui qui fait le chemin du retour en France. Je n'évoquerai pas les questions liées à Internet et à la guerre de zéro, parce que ces questions ont été abordées tout à l'heure, et parce que le temps presse et manque. Que faire alors par rapport à ces défis? Et les réponses à ces questions obligeraient à prévoir, mon cher Élie, beaucoup de colloques et beaucoup de rendez-vous ici à Bastogne dans les années qui viennent. D'abord, il faut tenir bon, je l'ai souligné. Cela veut dire qu'il faut que nous acceptions de mettre des moyens considérables, je parle de milliards d'euros, pour la sécurité, pour renforcer la police, la gendarmerie, les services de renseignement, pour améliorer la coopération entre ces services et la coopération au niveau européen ou international. Il faut soutenir, et en France du retard a été pris, la justice, et notamment le système pénitentiaire par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Et il faut bien sûr que les forces de défense se poursuivent. Pas uniquement parce qu'il y a le terrorisme, il y a les instabilités du monde d'aujourd'hui, et cela pose d'ailleurs des défis lourds pour l'Europe. Parce que c'est la France seule qui assume une partie de la charge de la lutte contre le terrorisme à l'extérieur, au Sahel, ou au Levant, même si des pays nous soutiennent, et si l'Union européenne est aussi là présente, notamment pour la formation des soldats, par exemple, des armées africaines. La question du rôle de l'OTAN peut se poser aussi face au zigzag de l'administration Trump. Sécurité, justice, défense, c'est pour la France seulement, pour les années qui viennent, pour les 5 et 10 ans qui viennent, autour de 20 milliards d'euros supplémentaires dans chacun de ces domaines. 20 milliards. C'est considérable et c'est, à un moment où il faut préserver les équilibres budgétaires, comme on dit. Cela se fait au détriment, parfois, d'autres politiques publiques. Mais nous n'avons pas le choix, notamment si nous devons moderniser, et puis enfin, si nous voulons être présents sur le monde du cyberespace.
Deuxième priorité ou la deuxième réponse, c'est ce que j'appelle la bataille culturelle et idéologique. Encore une fois, c'est au sein même de l'islam que cela se joue. L'islam est une religion française, désormais, est une religion européenne, depuis longtemps dans un certain nombre de pays, mais depuis beaucoup moins longtemps dans d'autres. Et nous devons réussir, si c'est possible, moi je le crois, ce formidable défi qui consiste à dire la chose suivante: l'islam en Europe est totalement compatible avec la démocratie, la séparation des cultes avec l'État, avec l'égalité femmes-hommes. Mais cela demande de l'engagement, de la lucidité. Cela demande que nos pays prennent des décisions fortes pour couper tous les financements qui viennent d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Cela nous oblige aussi à un dialogue avec des pays amis, ceux du Maghreb, pour que chacun prenne conscience que de toute façon, aujourd'hui, les musulmans en Europe, notamment ceux de la deuxième et troisième génération, qui sont français ou belges, n'ont pas les mêmes liens avec les pays d'origine que leurs parents ou leurs grands-parents. Mais comment on bâtit cet islam? Pas facile selon nos législations. Il y a des pays où les ministres du culte sont rémunérés par l'État. C'est le cas ici. Ce n'est pas le cas en France, bien évidemment. Ce n'est même pas le cas pour ce qui concerne l'islam en Alsace-Moselle. Mais ces sujets-là, il faut les traiter. C'est difficile. Et d'ailleurs, pour un prochain colloque, ici à Bastogne, il faut que des intellectuels, des théologiens, des philosophes musulmans viennent. Nous avons besoin de construire, je vais trop vite bien sûr, cet islam des Lumières. C'est possible. Je sais que certains en doutent. Mais en tout cas, nous devons nous le faire. Il n'y a que nous qui pourrons le faire. Ce ne sera pas à Riyad ou même au Caire qu'on pourra le faire. Et c'est capital pour la suite. Parce que sinon, nous allons laisser des millions de musulmans européens, qui pour beaucoup, la majorité en tout cas, même si les choses changent, vivent dans les quartiers populaires, sont enfermés dans des logiques de ghetto. Ghetto territorial, ethnique, social, mais aussi religieux. Je ne vais pas citer les quartiers de Bruxelles ou de la région parisienne pour me faire comprendre. C'est cette réalité, ça se joue là. Bien sûr, on peut toujours dire, il y a d'autres religions, il y a d'autres problèmes. C'est vrai. Mais cette question, elle est fondamentale. La troisième réponse, elle porte sur un sujet que nous avons peu abordé, mais qui est un des moteurs de l'islam. C'est l'antisémitisme. C'est la haine des Juifs et c'est la haine d'Israël, qui est au cœur de l'idéologie, pas seulement, bien sûr, contre l'Occident, contre nos valeurs universelles, contre tous ceux qui ne pensent pas comme cette idéologie totalitaire. Mais nous l'avons vu en Belgique, en France, en Allemagne aussi, combien l'antisémitisme joue un rôle important. Et donc, du coup, il faut être aussi clair, aussi bien dans la lutte contre l'antisémitisme que par rapport à ce qui est dit parfois par une partie des responsables politiques à l'extrême droite, et souvent désormais à l'extrême gauche, par rapport à Israël. Parce que comme on a cherché en permanence à importer le conflit du Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, ici, même si Daesh n'a rien à faire, les Palestiniens, cette question-là, elle est tout aussi importante. Donc là aussi, il faut être intransigeant avec tous ces mouvements, y compris qui, certes, ne se revendiqueront jamais antisémites, et qui n'aiment ni les Juifs, ni Israël. La quatrième réponse, elle est sociale. Cela va de soi. Et toutes nos politiques éducatives, économiques, de développement des quartiers, de lutte contre le racisme et les discriminations, de promotion par l'exemple, promotion républicaine pour ce qui concerne la France, ces politiques doivent être beaucoup plus puissantes, beaucoup plus approfondies, beaucoup plus exemplaires. Et enfin, et je termine avec cela, qu'est-ce que nous voulons? C'est une des questions posées aussi bien par Elie Barnaby que par Régis Debray. Combattre par les moyens classiques d'un État, notamment les moyens sécuritaires ou judiciaires, nous pouvons le faire et nous le faisons. Décrire ces phénomènes, c'est ce que nous avons fait tout au long
de cette journée. Mais cela a été dit très justement ce matin, comme cet après-midi, nous avons face à nous une idéologie, certes, elle détruit, mais elle s'étend en même temps. Ce qui était dit sur l'Afrique est très juste. Et d'ailleurs, avec une responsabilité majeure de ce qu'a été le wahhabisme, qui a, avec les financements, changé la nature même de l'islam en Asie et en Afrique de l'Ouest, profondément. Il suffit de voir ce qui s'est passé, notamment dans un pays comme le Mali ou ce qui se passe au Nigeria. C'est les conséquences de plusieurs années. Et s'ils ne peuvent pas s'imposer, gagner des pays entiers, il a fallu intervenir cependant au Mali en janvier 2013 pour empêcher ces groupes terroristes de fondre sur Bamako. Et donc la réponse face à une idéologie de ce type, qui se veut forte, qui transcende, qui donne du sens à la vie de beaucoup d'individus qui pensaient ne pas en avoir, c'est une réponse civilisationnelle. Et je pense que c'est d'abord, pas seulement, la réponse de l'Europe. Qu'est-ce que nous sommes, sinon une civilisation qui s'est alliée, tenant compte évidemment des horreurs du XXe siècle, et qui doit préserver la démocratie, questionner tout le jour, et le progrès social et la protection. Et si nous ne sommes pas capables de défendre ce modèle, cette civilisation, cette fédération d'États-nations qu'est l'Europe, moi je ne suis pas un fédéraliste, mais je crois à l'Europe comme une fédération d'États-nations, avec des frontières communes, et avec des frontières ouvertes qui sont les nôtres, mais des frontières quand même. La France, c'est la France, la Belgique, c'est la Belgique, l'Espagne, c'est l'Espagne. Touchons pas aux frontières d'ailleurs, parce que toucher aux frontières, c'est la guerre. Et la guerre, elle peut revenir. L'histoire, elle est tragique, à l'échelle de plusieurs décennies. Tout peut se reproduire. Donc si nous ne sommes pas forts pour défendre ce modèle de civilisation, cette capacité à nous comprendre, à admettre que l'on peut vivre sur un territoire avec des gens qui croient et qui ne croient pas, à se respecter, mais personne n'impose à l'autre sa croyance. Si nous ne sommes pas capables de faire vivre l'esprit de la République, et quand je parle de l'esprit de la République, c'est possible dans une République comme dans une monarchie, la République, la chose publique, la démocratie et les citoyens, elle est questionnée, je le disais, parce que les populismes, quels qu'ils soient, représentent l'avenir. Non. Mais comme la démocratie est questionnée partout, par des régimes forts, par des hommes forts, par des démocraties qui parfois n'en sont plus, par une remise en cause de la liberté de la presse, de l'indépendance de la justice. Regardons ce qui se passe en Europe même, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, où on a tué un journaliste, dans la République tchèque. Regardons la puissance de la montée du populisme. L'extrême droite gouverne en Autriche. Et les Français ne vont pas donner de leçons avec les scores de l'extrême droite depuis 30 ans, ou avec le succès commenté bonnement de librairie de M. Jean-Marie Le Pen. Il est vieux, donc il peut raconter n'importe quoi. On peut s'interroger même sur la publication des écrits de Céline. Tout ça n'a pas d'importance puisqu'on relativise tout. Il ne faut pas relativiser les choses. Et moi, c'est le seul message en concluant que je veux vous faire passer, fort de mon expérience et en participant à ces réflexions, et pas sûr d'avoir raison, surtout, loin de là, et heureux de la critique et du débat, mais sur les valeurs démocratiques, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la liberté de croire ou de ne pas croire, sur l'idée que je me fais de la laïcité pour mon pays, sur le rôle de l'école publique, sur la manière dont on diffuse des savoirs et des valeurs, sur ce qu'est une nation. C'est beau une nation, c'est beau la patrie. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme étroit qui mène à la guerre, comme l'avait dit avec force François Mitterrand il y a quelques années. C'est cela la réponse, trop rapidement dit. La réponse à ces idéologies de mort, celle de Daesh ou d'Al-Qaïda aujourd'hui, d'autres demain, c'est ça la plus belle des réponses. C'est celle du débat. C'est la vieille Europe. La vieille Europe. C'est la pensée universelle, c'est les valeurs universelles. Ce sont, pardon, les valeurs universelles qui irriguent partout, dans tous les pays démocratiques, dans le monde. Ne l'oublions jamais. Et si ce colloque a pu y contribuer,
J'en suis sûr qu'il aura déjà fait œuvre utile. Je vous remercie.